C'est l'actu vue par les politiques et ce soir nous recevons Marietta Karamanli. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes députée PS de la Sarthe et on va parler avec vous ce soir, si vous le voulez bien évidemment, de la loi Macron et aussi de Syriza qui vient d'accéder à la tête de la Grèce. À noter que vous êtes vous-même né à Athènes, donc on va bien sûr pouvoir développer cet aspect des choses. Syriza, un parti d'extrême gauche aux commandes d'un pays européen. Alors vous connaissiez ce parti et ses dirigeants, notamment Alexis Tsipras, avant sa montée en puissance politique. Oui, enfin, c'est quelqu'un d'assez jeune, hein, je dirais, dans la classe politique, donc c'est important. La question, je dirais pas forcément un parti d'extrême gauche, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est un parti, quand on regarde bien la composition, c'est un parti recomposé à gauche. Et 50% des membres aujourd'hui du Syriza sont des anciens membres du PASOK, du Parti socialiste grec. Il y a ça. Deuxième élément, quand on regarde les résultats, 36,5% des scrutins, dans un pays où en plus il y a aujourd'hui un vote obligatoire, 30% des Grecs n'ont pas voté. Donc on voit très bien un glissement, bien sûr, de la gauche. Donc c'est une gauche recomposée. Du PS là, qui a glissé, lui, par contre, en termes de voix. Totalement. Mais qu'on a bien un glissement, justement, des voix de ce parti socialiste vers cette recomposition qui remonte il y a plus de 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des vagues successives de glissement de militants du Parti socialiste vers le Syriza. Et on voit aussi l'évolution du discours de Syriza entre 2012 et 2014. Où effectivement, au début, c'était sorti de la zone euro. Plus de pragmatisme. Très eurosceptique. Un discours très eurosceptique, il faut le dire. Et aujourd'hui, on voit très bien que nous sommes quand même dans une communauté, nous sommes dans une zone euro, et qu'il n'est pas question pour les Grecs, parce que c'est les Grecs aussi, hein, s'il a fait 36,5%, c'est parce que si le discours a évolué, et donc ils ont affirmé finalement aussi renégociation, réorientation, je dirais plutôt, de l'Europe. Il ne s'agit plus de liquider par exemple la dette, mais de la renégocier. Alors, je pense, enfin, peut-être pour des raisons de posture, il demandera de manière plus ferme annulation, mais on n'est pas sur l'annulation, il n'est pas possible d'annuler une dette. La question, c'est de voir finalement comment elle est renégociée, comment elle est prolongée, et ça nous renvoie à ce qu'on avait dit déjà, et je me l'avais dit dans l'hémicycle à Paris en 2008, hein, au début de la crise, les Grecs demandaient depuis le début du temps pour pouvoir finalement construire. Et malheureusement, ce temps n'a pas été donné parce que le dispositif n'existait pas à l'époque qui faisait qu'il fallait passer chaque fois par le Parlement. Alors est-ce que pour vous c'est une surprise, voilà, cette élection, parce que la situation est très difficile là-bas, un chômage de 26%, une croissance de 0,8%. Ce n'est pas une surprise, non, pas une surprise, parce que c'est vraiment un vote légitime du peuple grec, honnêtement. Une situation très très grave. Le pays vit une des crises les plus graves de l'histoire, hein, sur le plan social et sur le plan économique. Quand vous avez effectivement 60% des Grecs qui travaillent comme salariés du privé, qui sont payés avec 3 à 15 mois de retard. Quand vous avez les retraités, j'ai mon père, 93 ans, 40% de sa retraite baissée. Des salariés, je dirais des fonctionnaires qui ont vraiment vu leur salaire baisser de 30%. Un chômage de 26% et des jeunes. Et en plus, un chômage, il faut le dire aussi, 13% des chômeurs sont de plus de 2 ans. De longue durée. Et 1 sur 5 reçoit une indemnité. Donc c'est la réponse des Grecs. Alexis Tsipras vient à Paris la semaine prochaine. Oui, bien mercredi prochain. Voilà, vous aurez un rôle à jouer avec un rôle relationnel à jouer avec la Grèce. Je pense que dans mon poste où je suis vice-présidente de la Commission des affaires européennes au Parlement, à Paris, à l'Assemblée nationale, il faut dire qu'on essaie, on est quand même quelques-uns, et moi particulièrement, à faire en sorte qu'on prenne en compte aussi l'ensemble des pays. Et cette crise que la Grèce a connue, elle n'est pas la même que celle de l'Italie et celle de l'Espagne ou celle que nous connaissons, mais il faut s'inspirer pour faire en sorte qu'on redonne, disons, qu'on fasse cette Europe politique que nous souhaitons depuis très longtemps. Mais vous aurez un rôle particulier si je suis demandée, effectivement, je jouerai ce rôle-là. Je ne le fais pas parce que je suis tout simplement née dans ce pays, comme vous disiez, à Athènes, mais c'est parce que si je l'ai étudié, et je sais aussi les dysfonctionnements qu'il y a dans ce pays, où il n'y a pas d'État structuré, il y a pas de la corruption, je ne dirais pas de la corruption, il y aura finalement une économie souterraine et qui mine finalement le pays. Et il ne faut pas oublier que 230 milliards d'euros possédés par des Grecs, des armateurs et autres, sont à l'étranger. Si cet argent était dans la Grèce, il n'y aurait pas de crise aujourd'hui.
Alors on va élargir un petit peu à l'Europe avec l'Espagne qui voit aussi l'émergence d'un autre parti d'extrême gauche, Podemos en effet. En France on voit que c'est le FN qui prospère, on l'a vu notamment au Mans avec l'entrée de conseillers municipaux FN. Alors comment vous l'expliquez d'abord, même si vous avez pondéré la notion d'extrême gauche pour la Grèce, extrême gauche, extrême droite, est-ce qu'il y a des points communs, est-ce que c'est la même chose? Non, je dirais que c'est pas la même chose. Finalement, c'est pas les mêmes valeurs qui portent aussi. Peut-être que quelquefois, il y a dans la manière de porter des messages sont un peu violents, un peu revendicatifs. Il n'y a qu'à il faut le dire. C'est pas si simple que ça peut se rapprocher. Mais non, on peut pas dire que les deux partis, c'est les mêmes choses. Podemos, c'est aussi un mouvement recomposé, je dirais. Regardons bien l'analyse de cette composition de Podemos, mais avec des conséquences qui ne seront pas forcément les mêmes par rapport à l'Europe. N'oublions pas que la Grèce représente que 2% du PIB de l'Europe. L'Espagne représente 10% du PIB. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai dit aussi, à la fois au gouvernement et à la fois à la présidence, j'ai essayé de faire passer des messages pour traiter la question grecque et de ce qui émerge finalement de cette crise différemment, parce que ça peut nous permettre de préparer des montées d'extrême dans d'autres pays qu'on ne souhaitons peut-être pas. On passe au projet de loi Macron, actuellement examiné par les députés dont vous faites partie. Projet de loi Macron pour la croissance et l'activité. Est-ce qu'on doit s'attendre à une recette miracle ? Je ne crois pas toujours aux baguettes magiques. Je pense beaucoup au dialogue. Je crois beaucoup finalement à ce que nous pouvons parlementer et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce texte, il a beaucoup évolué déjà en commission spéciale, premier élément. Deuxième élément, c'est que nous sommes en pleine discussion. Il y a une partie qui est passée cette semaine et de la semaine prochaine, on aura aussi des sujets très très durs. Donc je compte être très investi. C'est porteur de croissance ? Alors, c'est ce qui nous est dit pour l'instant dans les analyses qui sont faites par le ministère, que ça a été fait pour la croissance. Je me suis permise de poser une question écrite parce que ça paraît comme ça dans le journal officiel. Il y a une obligation d'apporter les éléments de réponse. Je souhaite aussi qu'on puisse, si on parle de croissance, la traduire, cette croissance, par le nombre d'emplois possible à créer. En Sarthe, par exemple, on pourrait s'attendre à quoi, par exemple Justement, je demandais qu'il puisse nous le préciser. Donc, en tant que parlementaire, je souhaite que si le ministre précise un peu plus les éléments pour l'instant, il n'y a aucune concernant de la création. Disons, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Et je veux dire aussi, il y a aussi une nouvelle méthode. Quand on a parlé aussi de l'imposition, on a pu obtenir à un moment donné, par le ministère, par Bercy, mais aussi par la rapporteure générale des Finances, de traduire concrètement, par département, combien de foyers sont touchés, sont concernés par les mesures qui faisaient moins d'impôts ou plus d'impôts, et quel type de famille. Nous avons obtenu des éléments. C'est pareil pour cette loi Macron. Je souhaite aussi connaître qu'est-ce que ça donnera, comment ça sera traduit en termes d'emploi. Et bien sûr, si on le traduit comme ça veut dire qu'on sait le traduire aussi au niveau plus local, au niveau territorial. Par exemple, le travail le dimanche, augmenter le travail le dimanche, passer à 12 semaines de travail le dimanche, ça va créer de l'emploi parce qu'on voit les commerçants du centre-ville qui, par exemple, disent stop à l'inflation commerciale. Alors, ce qui est dans le texte, déjà, donc le seuil a été supprimé. Effectivement, aujourd'hui, on peut faire moins de dimanche. Dans le texte, dans la discussion actuelle, on peut faire moins comme on peut faire plus. Il y a aussi la volonté d'associer aussi les élus, les maires des communes qui connaissent leur territoire et qui peuvent dire que là, effectivement, une ville touristique a besoin d'ouvrir le dimanche. Il faut dire que ce qui a été demandé particulièrement, c'était pour Paris. Parce que Paris, quand même, accueille des millions et des millions de touristes tous les ans. C'est quand même c'est parmi les premières capitales visitées en Europe et dans le monde, je dirais. Et donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu de création, d'emploi, de croissance, etc. Paris, ce n'est pas partout en France. Partout, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut mesurer et nous verrons l'article 80 qui sera discuté la semaine prochaine, comment on va pouvoir aboutir à un accord qui permet aussi de préserver, aussi parce que je ne suis pas pour le travail du dimanche, mais je comprends aussi que quelque part, dans certaines villes touristiques très importantes, il faut aussi ne pas perdre l'argent que les touristes viennent dépenser dans nos villes. Donc les débats restent ouverts. Oui, les dossiers à suivre, en effet, on en reparlera à n'en pas douter dans l'actu par les politiques. Merci Marietta. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes députée de la Sarthe, conseillère municipale au Mans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'actu vu par les politiques.